Les élections dans 15 jours, les 12 candidats à la présidence se font maintenant connaître aux Français par des conférences de presse et des meetings à travers la France. Entre Israël et la Syrie, les combats ont repris des proportions importantes. L'enjeu est actuellement le mont Hermon, point stratégique qui domine tout le Golan. C'est la semaine de la campagne mondiale contre la faim. Un chiffre à méditer, 5000 personnes meurent chaque jour de la faim, dont 1800 dans le Sahel. Narbonne ira en finale du championnat de France de rugby après la victoire sur Pau cet après-midi. Demain, Béziers rencontrera Brive à Toulouse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Plus chargé que le précédent, ce week-end ne montre pas toutefois une activité politique très intense. Les candidats à la présidence de la République se sont beaucoup déplacés en fin de semaine et ont tenu des réunions, mais leur programme sera surtout très chargé pour la semaine prochaine. Nous l'avons vu dans notre journal de 13 heures, c'est l'Est et la Bretagne qui ont surtout été visités en ce début de campagne. Monsieur Giscard d'Estaing à Colmar, Monsieur Mitterrand à Strasbourg, Messieurs Chaban-Delmas et Royer à Rennes. Mademoiselle Laguillet présidait pour sa part hier soir un meeting à Paris. Il y avait aussi hier soir une vaste réunion des intellectuels du Parti communiste sur laquelle nous reviendrons dans un instant. Ce matin, ce sont les secrétaires fédéraux de l'UDR qui ont décidé de s'engager totalement en faveur de M. Chaban-Delmas. Enfin, en ce moment même, M. Giscard d'Estaing se trouve à Dijon. Hier soir donc, dans un hôtel parisien, le Parti communiste avait réuni un grand nombre d'intellectuels, leur demandant de soutenir le candidat commun de la gauche, François Mitterrand. Le thème développé par Roland Leroy, développer une culture moderne et démocratique. Pour la culture, pour le programme commun, pour le soutien au candidat commun de la gauche, tel était le thème de la rencontre organisée hier soir par le Parti communiste à l'intention des intellectuels. Une rencontre qui regroupait enseignants, chercheurs, artistes, écrivains, médecins, architectes, etc. Je vous propose d'écouter Roland Leroy, membre du bureau politique du Parti communiste. Avec le programme commun, en effet, des mesures urgentes pour l'éducation nationale seront adoptées, qui porteront les premiers rudes coups aux deux maux principaux de l'enseignement actuel, la ségrégation sociale et l'inadaptation à la préparation à la vie professionnelle et civique. C'est dans ce but, comme dans celui de défendre le développement de la culture, développement indispensable à la classe ouvrière et à la nation tout entière, que notre parti a appelé et appelle les intellectuels à prendre en main eux-mêmes, pour leur compte, pour celui du peuple, pour celui de la nation, leurs intérêts, leur avenir. Autre commentaire de Roland Leroy, nous ne disons pas voici ce que nous ferons, faites-nous confiance, nous disons faites-vous confiance, agissez pour vos intérêts, pour vos aspirations, et vous trouverez le Parti communiste à vos côtés. Lui et d'autres partis et organisations donneront leur analyse, feront leurs propositions, et vous jugerez. Telle est la démocratie. Fin de citation. En somme, hier soir, c'est un programme de rénovation et de relance pour la culture en France que le Parti communiste a proposé aux intellectuels. Après les autres syndicats, la CFTC fait connaître sa position dans la campagne électorale. Elle ne s'y engagera pas, a déclaré dans une conférence de presse à Marseille M. Bornard, secrétaire général de la Confédération. La CFTC refuse catégoriquement de politiser le syndicalisme. Rappelons que le syndicat Force ouvrière laisse également la liberté de vote à ses adhérents, tandis que la CGT et la CFDT ont pris position en faveur de M. François Mitterrand. À l'UDR, l'ensemble des secrétaires fédéraux se réunissaient ce matin. Ils ont décidé d'apporter un soutien total à M. Chaban-Delmas. Les 600 dirigeants régionaux et départementaux de l'UDR étaient rassemblés ce matin à Paris. L'objet de cette réunion, engager le combat pour la victoire de Jacques Chaban-Delmas, qu'ils ont décidé de soutenir à l'unanimité. Après Maurice Couve de Murville et Michel Debré, qui ont lancé tous les deux un appel à l'unité pour la victoire, le secrétaire général de l'UDR, Alexandre Sanguinetti, a défini l'enjeu des élections présidentielles. Depuis 34 ans, avec des fortunes diverses,
Mais finalement, en nous soutenant toujours, la nation a été avec nous parce qu'elle a toujours eu conscience que nous voulions honnêtement représenter le bien public. Il s'agit pour nous d'une étape de plus, d'un combat de plus, dont je suis assuré que nous l'emporterons au premier tour et que nous l'emporterons au deuxième tour. Nous sommes convaincus que Jacques Chaban-Delmas sera à la tête de la nation, le digne continuateur de l'œuvre commencée par Charles de Gaulle et continuée par Georges Pompidou. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing se trouve actuellement à Dijon après s'être rendu tout juste auparavant à Auxerre. Ce matin, il présentait sa permanence parisienne, rue de la Bienfaisance, aux journalistes. Oui, ce fut une matinée un peu plus calme pour M. Giscard d'Estaing, une matinée qu'il a donc mise à profit pour rendre visite à son PC de la rue de la Bienfaisance à Paris. Première rencontre avec sa fille Valérie. Le ministre s'est fait ensuite présenter les quelques 70 personnes qui travaillent ici, réparties sur 4 étages. Puis M. Giscard d'Estaing dirigea une séance de travail avec ses principaux adjoints avant de s'envoler pour Auxerre où il présentait à 16 h son programme au cours d'un meeting. Le leader des Républicains indépendants y a longuement développé les 2 grands thèmes de sa campagne, indépendance et puissance de la France, justice et sécurité pour les Français. Ce fut ensuite un assez large chapitre social au cours duquel M. Giscard d'Estaing annonça qu'il prévoyait une hausse de la retraite des personnes âgées, également l'institution d'une retraite des mères de famille et l'amélioration de la sécurité des travailleurs contre les risques économiques. Le maire de Chamalières devait conclure en disant, je cite, que la France ne devait pas laisser échapper cette chance de changement sans risque. Le ministre devait ensuite rejoindre Dijon où une réunion identique avait lieu à 18 h 30. Qui peut voter par correspondance? Les grands invalides de guerre et les accidentés du travail pensionnés à 85% au moins, les personnes âgées et les infirmes qui ont un garde-malade, le garde-malade peut aussi voter par correspondance. Tous ceux qui voyagent, représentants, routiers, sportifs, comédiens ou ecclésiastiques, enfin les militaires de garde, les cheminots, aviateurs et mariniers, les infirmiers, cette liste bien sûr n'est pas exhaustive. Pour voter par correspondance, vous devez écrire à votre maire, vous trouverez un formulaire dans n'importe quelle mairie, vous pouvez aussi écrire sur papier libre. Il faut indiquer vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile. Précisez si vous avez déjà ou pas encore de carte d'électeur, donnez l'adresse à laquelle votre maire doit vous répondre et surtout, fournir la preuve que vous êtes obligé de voter par correspondance, attestation fournie par votre employeur. En recevant votre lettre, la mairie va vérifier les documents que vous lui envoyez et vous expédiera en recommandé votre carte d'électeur si vous n'en avez pas encore et 2 enveloppes. Vous placez le bulletin du candidat choisi dans la plus petite des 2 enveloppes, vous ne la cachetez pas, vous la glissez avec votre carte d'électeur dans la grande enveloppe que vous cachetez, vous expédiez par pli recommandé gratuit. Votre bulletin restera jusqu'au jour du scrutin dans le coffre-fort de la poste destinataire. Le surlendemain du scrutin, vous trouverez dans votre courrier votre carte d'électeur qui vous a été renvoyée avec 2 nouvelles enveloppes pour le second tour. Vous pouvez aussi voter par procuration si vous êtes immobilisé pour des raisons familiales ou professionnelles graves et constatées par le tribunal d'instance de votre résidence ou encore si vous êtes en mission, gardien de phare ou policier en déplacement. À l'étranger, vous passez par votre consulat. Dans les départements et territoires d'outre-mer, adressez-vous au président de la juridiction civile ou à défaut au chef de la circonscription administrative. La procuration se fait sur présentation d'une pièce d'identité. L'électeur à qui vous donnez procuration doit habiter la même commune que vous. La procuration est établie sur un imprimé qui comporte 2 volets et un talon. Le talon est pour vous. Les 2 volets sont expédiés en recommandé gratuit à votre maire, qui donne l'un à votre mandataire et garde l'autre pour la liste électorale.
Si vous regrettez votre procuration, vous avez le droit de la résilier, et si votre repentir est tardif, vous pouvez, le jour du scrutin, vous précipiter au bureau de vote. Si vous arrivez avant votre mandataire, c'est vous qui votez. Les 9 ministres des Affaires étrangères du marché commun passent leur week-end dans la campagne allemande, près de Bonn, au château de Gimnich. C'est une rencontre sans ordre du jour précis et qui a surtout pour but d'éviter à chacun de se sentir démobilisé et d'abandonner la construction politique de l'Europe. Les ministres ne manqueront pas de parler aussi, bien sûr, de l'énergie et des rapports avec les pays arabes. Le chancelier Brandt se trouve justement à Alger et après s'être entretenu avec le président Boumedienne, il a déclaré que le véritable dialogue entre l'Europe et les pays arabes pourra commencer avant la fin de l'année. Le Proche-Orient, bien sûr, est également à l'ordre du jour et là, la situation demeure critique. Toutefois, ce soir, si le désengagement n'est pas totalement terminé entre Israël et l'Égypte, il faut noter que le président Sadat vient de faire l'éloge des efforts de paix du président Nixon. Il l'a fait en recevant les lettres de créance du premier ambassadeur américain en Égypte depuis la guerre de juin 1967. Entre Israël et la Syrie, on peut maintenant parler de reprise de la guerre. On se bat surtout pour un point stratégique, le mont Hermon. Où se sont déroulés tous ces derniers jours de violents combats pour la possession du sommet de cette montagne qui domine de ses 2800 mètres le Liban, la Syrie et l'enclave syrienne occupée par les Israéliens depuis la guerre du Kippour. La veille du cessez-le-feu qui a mis un terme à la guerre du Kippour, les Israéliens avaient réussi à s'emparer, après des combats acharnés qui se sont souvent terminés à l'arme blanche, à s'emparer du sommet de cette montagne. Or, l'hiver venu, le climat qui y règne n'est pas très hospitalier, il y fait moins 20 degrés. Les Israéliens avaient décidé d'abandonner le sommet pour se retirer sur une position plus basse. Tout récemment, les Syriens, voyant que les Israéliens avaient abandonné la position au sommet, ont décidé de s'attaquer à cette position et les Israéliens sont revenus en force. Quelle est l'importance stratégique de cette situation qui domine évidemment cette vallée? Nous l'avons demandé au général Chaim Herzog, l'ancien chef du bureau des renseignements israéliens et qui est aujourd'hui l'un des commentateurs les plus écoutés en Israël. Le mont Hermon domine toute la région qui se trouve entre nous et les Syriens maintenant, c'est-à-dire toute la région de l'enclave qui est occupée par Israël maintenant, et la ligne entre les Israéliens et les Syriens, y compris jusqu'à la ville de Damas. Et puis de l'autre côté, il y a la région qui s'appelle Fatahland au Liban. Alors, nous, les Israéliens, se trouvent là-bas en haut, et on a l'observation tout à fait sur tout ce que les Syriens font. Ils ne peuvent rien faire sans que ça soit remarqué par les Israéliens. Et aussi, ça donne des avantages sur le plan de radar, de guerre électronique et tout ça. Et je pense qu'il y a aussi une raison psychologique parce que le président Assad voit chaque matin, il voit de son bureau les positions israéliennes pas si loin de Damas, en haut. Alors, je peux comprendre qu'ils ne sont pas très heureux. La tournée que doit effectuer à Damas et à Jérusalem à la fin du mois le docteur Kissinger permettra de connaître les intentions profondes des deux adversaires quant au plan de désengagement militaire sur les hauteurs du Golan. Dans l'attente de l'arrivée du docteur Kissinger, les deux camps s'activent et on assiste quotidiennement à d'impressionnants duels d'artillerie, l'un et l'autre camp désirant fortifier ses positions avant que ne s'ouvrent les véritables négociations. Raymond Girard, auteur du Golan, 24 heures sur la une. Au château de Gimnich, à une cinquantaine de kilomètres de Bonn, que se tient depuis ce matin la réunion des ministres des Affaires étrangères des 9. Une réunion qualifiée de week-end de réflexion active à la campagne. En effet, il n'y a pas d'ordre du jour et aucune décision par conséquent n'est attendue. M. Schell donnera tout à l'heure une soirée dans les caves du château, transformée pour la circonstance en brasserie.
Belgique, après 23 heures de négociations ininterrompues, aucun accord n'a pu être réalisé pour former un gouvernement majoritaire. C'est le problème de la régionalisation qui a été la pierre d'achoppement principale de cet échec. M. Léo Tindemans, chargé par le roi Baudouin de former un cabinet, va maintenant, et le plus vite possible, constituer un gouvernement de coalition, mais minoritaire. Peut-être pendant ce week-end va-t-on vous demander une obole. C'est la semaine de la campagne mondiale contre la faim. L'attention du monde entier est attirée depuis quelques mois, bien sûr, par la situation dramatique de plusieurs pays d'Afrique. Dans d'autres pays aussi, il y a des êtres qui ne mangent pas à leur faim. Nous écoutons un représentant du Comité national français de lutte contre la faim. Les pays riches sont organisés pour intervenir sur le plan international, bien sûr, à travers la Banque mondiale, à travers de grands organismes. C'est un type d'intervention qui permet l'équipement des pays, mais qui ne résout pas les problèmes à la base. C'est la raison pour laquelle la campagne mondiale contre la faim s'efforce de résoudre ces problèmes au ras du sol. S'agissant par exemple du Sahel, le comité français participe bien entendu à l'aide d'urgence, mais il fait beaucoup plus. Nous avons dressé un plan d'action. D'une part, nous poussons le développement rural des régions les plus fertiles au maximum, car ces régions sont habitées par des populations actives qui sont susceptibles d'évoluer très rapidement. Et d'autre part, autre objectif, nous faisons le redémarrage de zones considérées comme perdues, considérées comme quasi abandonnées. Le problème dominant partout, c'est, vous le savez, le problème de l'eau, ce qui signifie des centaines de puits à creuser, ce qui signifie l'aménagement des bassins secondaires pour les retenues d'eau, l'animation rurale, c'est-à-dire les semences, les engrais, les techniques nouvelles que nous apportons. Tout cela constitue l'ensemble de l'équipement rural qui est destiné à permettre de meilleurs rendements. Pour mener à bien ce programme, je le dis très franchement, nous ne disposons naturellement d'aucun subside gouvernemental, d'aucune subvention. Nous devons donc faire appel à la générosité de nos concitoyens. Je crois que tous les hommes qui sont conscients du fait que le monde doit être bâti sur les fondements de la solidarité se doivent de s'associer à cette campagne. Il y avait cet après-midi à Twickenham un match amical de rugby entre la France et l'Angleterre, un match qui avait un double aspect humanitaire et sportif. Il était organisé en faveur des familles des victimes de la catastrophe d'Ermenonville. Il y avait à bord de l'avion un certain nombre de rugbymen britanniques. Mais sur le terrain, il s'agissait aussi de sport. C'est l'équipe de France qui a battu l'Angleterre par 26 points à 7. On s'achemine maintenant vers la fin du championnat de France de rugby. Il reste 3 noms pour la première place, Béziers, Brive et Narbonne. Narbonne qui a battu Pau cet après-midi. À Bordeaux, on a cru l'espace d'une mi-temps que Pau allait causer la surprise. Il menait 6-3 lorsque s'est mise en mouvement la formidable mécanique narbonnaise. Alors, la mêlée paloise a plié comme ici et les Narbonnais aux moyens athlétiques supérieurs ont pratiquement conquis toutes les balles. Et sur ce coup de pied de dégagement palois, Walter Spanghiro reprend le ballon et file le long de la touche avec Dumas à ses côtés qui marque. C'est le premier essai de Narbonne. 20 minutes plus tard, Claude Spanghiro capte la balle à la touche. Mazot lance Viard en percussion et Ferrero va transmettre la balle à Dumas qui marquera de justesse l'essai en compte. Les Palois auront ensuite quelques réactions assez vives, mais sur cette sortie de mêlée favorable aux Palois, Mazot réussit un excellent plaquage. Walter Spanghiro récupère. Sutra s'échappe. Il donne à Belzon et Claude Spanghiro marque près des poteaux. 15-9 victoire logique de Narbonne. Demain, l'autre demi-finale à Toulouse, Brive-Béziers, avec la rentrée d'Olivier Saissier que nous allons retrouver dans sa classe. La semaine dernière, nous avons appris que la Grande-Bretagne était composée de 4 nations. Qui se rappelle le nom de ces 4 nations? Cet instituteur de campagne porte un nom célèbre, Olivier Saissier. L'Angleterre, le pays des Galles, oui. L'Irlande et l'Écosse.
Olivier Cesset, le numéro 6 du 15 de France. Il ne jouait plus depuis janvier dernier. Blessé à un genou lors de France-Irlande, il avait dû subir une opération au ménisque. Sa grande rentrée est pour demain à Toulouse, à l'occasion de la demi-finale Béziers-Brive. Mais cette semaine, comme tous les autres jours, il a quitté son village de l'Hérault, un village du bout du monde, pour emprunter le chemin des écoliers. Le dimanche, pour vous, Olivier, c'est la célébrité sur le stade, et puis la semaine durant, c'est l'instituteur anonyme. Est-ce qu'il n'y a pas un problème moral qui se pose pour vous? Je ne pense pas. De problème moral, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que cette célébrité, disons, elle est bien involontaire. C'est le public qui a voulu nous l'accorder. Et je peux vous avouer sincèrement que je ne la recherche pas. Et pour un petit capot, il a moins qu'une levée. Tout comme vous entraînez dans le Remarque qu'Olivier, c'est pareil aussi. Il n'était pas plus fort, oui. Vous êtes fier d'Olivier Cesset? Il ne peut pas en être autrement. Je pense que tout le monde ici est fier de notre Olivier. Et Olivier, ça c'est pour les Biterrois, mais pour nous, c'est Olivier Cesset. C'est le Grèce-Sacquois. Plaque aux jambes, hein. Allez, fonce, fonce. Le rugby, tout à fait au début, pour moi, c'était une sorte de loisir. Puis j'ai eu la chance de jouer à la SB Biterroise. On a obtenu des résultats très brillants. Et actuellement, disons, c'est une sorte de seconde carrière et qui m'a permis, depuis que je suis international, de côtoyer un monde nouveau, de m'échapper à mon village, Grèce-Sac. Béziers, 2 fois champion de France, quel est son avenir? Pourquoi pas 3? Effectivement, nous ne sommes pas très vieux, nous avons une moyenne d'âge bien en dessous de la moyenne quand même. Nous avons environ 24-25 ans de moyenne d'âge, et je ne pense pas qu'on puisse pas remporter un 3e titre, et pourquoi pas cette année. Cette année, c'est-à-dire demain, il faudra d'abord battre Brive. Les brivistes sont de petits favoris, mais Cesset le répète souvent à ses élèves, rien n'est impossible. Le ski d'arrière-saison aura vu une confirmation et une révélation. Fabienne Serra reste championne de France du slalom spécial féminin devant Agnès Vivegro et 3e Odile Chalvin. Odile Chalvin qui remporte pour sa part, et c'est elle la révélation, le combiné féminin, ne cédant à Fabienne Serra que la 2e place. Voilà, notre journal est terminé. En fin de programme, 24 heures dernière. Bonsoir.